Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Aujourd'hui, on voudrait mettre un trigger warning sur cet épisode parce qu'on va parler de viol, de tout ce qui tourne autour, tant de l'acte que des conséquences que ça a, des traumas que ça peut apporter, mais aussi de comment s'en remettre. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Et bienvenue dans un nouvel épisode 2. Toujours dans les bons coups. Mais oui. Et aujourd'hui on reçoit Tom. Bonjour. 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 Ça va? Ça va. Pas trop stressé, non? Un peu aussi, étrangement, depuis que je me suis assis à cette table. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Tom, j'ai 26 ans. Actuellement, je travaille pas. Je suis en arrêt de travail pour maladie longue. Voilà. Et ah oui, et je suis homo. Ça va être important pour la suite. Voilà. T'étais pas obligé de le préciser si tu veux en parler. Non, mais en fait, si, parce que je sais pourquoi on est là. Et très rapidement, ça va devenir un peu une nécessité que ce soit précisé. Ok, d'accord. Donc je le précise maintenant. Mais pas de souci. Alors, on a pour coutume de commencer par une question assez large, qui est: quel est ton rapport au sexe entre hier et aujourd'hui? Alors, mon rapport au sexe, ce qui est très rigolo, c'est que hier et aujourd'hui, c'est à peu près le même moment pour moi, parce que, en fait, ma sexualité en perso, elle a commencé il y a très longtemps, mais la sexualité partagée, ça, elle a commencé il y a 2-3 ans. Voilà. En sachant que moi, j'ai 26 ans, donc en fin de compte, j'ai commencé à 23 ans, ce qui, à l'époque, me semblait tard. Et en fait, j'ai passé la majorité de mon temps, jusqu'à mes 23 ans, à vouloir faire du sexe, machin, parce que je trouvais ça cool, et qu'il y avait un peu les injonctions sociales, tu sais, il faut le faire. Ouais. Et maintenant, en fait, j'aurais bien voulu avoir attendu quelques ans de plus, en fait. Parce que c'est ouais. Non, ma relation avec le sexe, elle est plutôt traumatique. Ouais. En fait, c'est ça le problème principal. Voilà. On va y revenir un peu plus tard sur ce trauma. Avant du coup d'attaquer ce sujet-là, on voulait parler d'un peu d'avant d'abord. Ouais. Et on voulait savoir quel est ton premier souvenir sexuel? Mon premier. Ouais. Oh, je pense que c'était à peu près à 5 ans quand j'étais en train de me frotter contre la peluche de ma sœur. Ça devait être un truc comme ça, ouais. Oh putain, gros big up à ta sœur. Gros big up à ma sœur, bisous. Ah ouais, comment ça s'est fait? Mais je crois que petit, je me frottais partout, en fait. Dès que j'étais à poil, du coup, je me frottais. C'était agréable, donc vu que c'était agréable, je le faisais. Je savais qu'il fallait pas que les gens le voient. Je savais que c'était un truc à faire pour soi. On m'avait bien précisé. Ouais, mais je pense que ma sexualité... c'était de la sexualité, hein, sans le savoir. Ah clairement, oui, je pense qu'on est dedans. Ouais, là. voilà. Mais tu savais déjà que c'était quelque chose qu'il fallait pas... T'en avais parlé du coup ou... Ouais, non, parce que mes parents sont très très woke avant que ce soit un mot. Et donc, ma mère, très rapidement, en fait, sur tout ce qui était sexualité, on a appris... Moi, j'ai pas eu le droit aux choux et aux roses, quoi, pour les enfants. C'était clairement, voilà, donc, spermatozoïdes, ovules, machin, faire l'amour et tout, machin, tout. Sans jugement, sans rien. Donc, en fin de compte, ça a jamais été un sujet tabou du tout. Donc, en fait, je m'en foutais à l'époque. Ouais. Donc, je faisais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils s'en souviennent peut-être pas, mais moi, je me souviens de pratiquement tout. Mais en général, tu fais des trucs comme ça, pratiquement tout le monde fait ça hyper tôt, en fait. Se frotter un peu, machin, etc. C'est juste qu'à l'époque, en général, mes parents te disent « Ah non, il faut absolument pas faire ça ». Et moi, on m'a pas dit « Non, il faut pas faire ça ». On m'a dit « Il faut pas faire ça qu'il y a des gens ». C'est ça. Ça fait la grosse Oui, différence. ça fait une grosse différence pour plus tard. Hein. Mais oui, complètement. Et moi, je m'en suis rendu compte, là, j'en ai rediscuté il y a pas longtemps avec ma psy. Je lui ai dit franchement, je pense qu'avant mes 10 ans, j'ai très peu de souvenirs très clairs, en fait. Entre mes 6 et 10 ans, j'ai des souvenirs vagues. Mais alors, avant mes 6 ans, j'ai aucun souvenir, quoi.
Mais c'est là où c'est différent. C'est que, C'est moi, ça. j'ai mes souvenirs depuis que j'ai 3 ans. Donc, Ouais, voilà. Mais voilà. en général, c'est à peu près vers là, apparemment, que les premiers souvenirs apparaissent. Mais moi, Ouais, c'est vraiment, je suis en mode, mais à 3 ans, je pense que je gambadais dans la campagne, et puis voilà, tu vois, genre, je faisais rien de spécial. Mais j'ai quand même mes premiers souvenirs sexuels qui m'ont vraiment marqué. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant que tu t'en souviennes aussi tôt, du coup. Pourquoi c'est vers quel âge, toi? Moi, je pense que mon premier souvenir sexuel où vraiment j'avais conscience que c'était de la sexualité, c'est plutôt vers 6-7 ans, je pense. Ok, ouais. Alors peut-être que c'est avant, je t'avoue que c'est très, comme encore une fois, c'est très flou, mais c'est à peu près vers là. Dis-toi que, attends, si Je tu sais veux pas. un repère temporel, c'était sur des disquettes. Oh mon dieu. Je sais même pas si j'ai connu les disquettes. Pourtant, on n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais j'ai Ah dû ouais, les mais ça voir allait passer, super mais vite. je les ai jamais Ouais. vus utiliser. Mais alors dis-toi qu'en plus, moi, c'était la fin des disquettes, hein. On était déjà jonglé entre les disquettes et les CD, hein. Donc voilà, non, c'était une disquette. Enfin, non, on en parlera plus précisément une autre fois, mais c'était sur une disquette sur laquelle il y avait des images. Du coup, c'était voilà, C'est beau. c'était très drôle. Mais je le garde pour une autre fois, mais Oui. il y a vraiment des trucs très drôles à raconter sur cette fois-là. Je vais pas oublier, moi. Tu seras Et, dans le chat. Si ça, c'est ta première, entre guillemets, expérience sexuelle, comment t'en es venu à la masturbation après dans le sens où tu savais ce que c'était? Mais en fait, alors, ouais, déjà, j'ai su rapidement ce que c'était. Après, je pourrais pas te dire exactement comment j'y suis venu, je sais juste que j'y suis venu. Voilà, parce que je pense que je suis passé de frotter à frotter avec la main, et après... Ouais, le plutôt système- naturellement. Ouais, naturellement, parce que c'est assez facile quand t'es un mec. Tu sais vraiment, très rapidement, tu comprends comment ça fonctionne. Enfin, c'est un système de piston, donc voilà. Et puis, Vers un hydraulique. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, voilà. Et ouais, non, au niveau de la masturbation, ouais, c'est arrivé comme ça. Non, j'ai rien d'autre à dire. Non, j'allais parler porno parce qu'en fin de compte, le début de la masturbation, c'est très lié au porno, en fait, je trouve, surtout pour ma génération. Ouais. Et voilà, mais moi, j'avais pas de disquette, en fait. Il y avait déjà la DSL, donc... Mais en vrai, moi, la relation à la masturbation, ça vient un peu plus tard, hein, tu vois, genre c'est... ça a été un mélange de découvrir le porno, mais la première fois où je regardais du porno, je me touchais pas. C'était juste, tu regardais du porno, tu sais, putain, mais qu'est-ce que c'est? Même mon premier porno, il m'a dégoûté, hein. J'ai mis après 6 à 8 mois avant de regarder du porno et vraiment trouver une excitation à ça, quoi. Sérieux? Ah ouais, ça m'avait... Moi, j'ai même pas cliqué sur une vidéo, j'étais sur la page d'accueil, il y avait un grand noir à poil, c'était fini pour moi, quoi. Un nouveau c'était monde rapide. s'est ouvert. Non, mais c'est vraiment ça. Et puis en plus, sur le thème de l'homosexualité aussi, t'as aussi ce truc, parce que moi, ça faisait un petit moment que je me rendais compte que. En fait, je m'étais rendu compte de rien. C'est juste que j'étais en train de kiffer sur un des mecs de ma classe quand j'étais en CM2, et je me disais, ah, mais c'est un truc normal, mais après, je vais revenir à la normale, tu vois. C'est un truc, on n'en parle pas parce que c'est un peu gênant, mais par contre, plus tard, tu finis par devenir hétéro. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que Il y avait pas ça de- se passe pas Ça comme passait ça. pas surtout. Et que, voilà, et je me suis dit, bon, le mot apparemment c'est homosexuel gay, donc tu tapes gay, tu tapes vraiment homme gay dans ton truc d'ADSL, machin. Et je suis tombé sur une devanture des trucs porno, et j'ai compris que malheureusement ça allait être pour moi. Ça ne passera donc pas. Ça ne passera pas. C'est pas une phase. T'as eu des problèmes à accepter ton homosexualité? Non. Non, ça a été scandaleusement horrible. Ouais, parce que au début, déjà, personne n'a envie d'être différent. J'étais différent pour plein d'autres trucs déjà. Donc j'avais pas envie d'être différent encore plus. Et j'ai un souvenir qui est con comme pas possible. J'avais 10 ans et j'avais un message à faire passer d'une des profs au mec de ma classe. On était en 6e, tout con. Et je leur passe le message, ils sont 8 devant moi. Et il y en a un, juste un, qui fait « Ah ouais !» Et juste, c'est con, c'est rien. Sauf que moi, dans ma tête, je me souviens d'avoir pris la décision que je ne serais pas ça. Ouais. Et ça, c'était homosexuel. Donc, on raconte, à 10 ans, j'ai pris la décision que je n'allais pas être homosexuel. Et j'ai passé à peu près 8-10 ans à ne pas être homosexuel. Ok, putain, oui, ça a été long. Mhm. Parce que c'était un gros truc de... Tu le sais et tu le refuses. Et donc, à chaque fois que tu retombes dedans, c'est un échec. Et en fin de compte, tu essaies de te convaincre qu'il y a d'autres trucs qui te plaisent. Par exemple, pendant 8 ans, j'ai pratiquement regardé exclusivement du porno hétéro. Tu devais te faire chier. Non, mais j'ai changé après quand je me rendais compte que dans le porno hétéro, ce que je regardais, c'était le mec. Donc, Oui, après, je suis passé à du porno lesbien, pour qu'il n'y ait plus de mecs.
Et du coup, ça a fini par fonctionner. Et ouais. En fait, je peux être excité par n'importe quel type de porno. Ce qui est assez logique, puisque c'est quand même fait par des mecs pour des mecs. Donc, étant un mec, ça fonctionne sur moi. Donc, c'est bien la preuve. C'est à ce Le moment- porno lesbien n'a rien de lesbien. C'est vraiment très hétéro. C'est vrai. c'est à ce moment-là que tu découvres Sacha Grey. Non, Sacha Grey, c'est beaucoup plus tard. Ah oui, alors putain, j'ai oublié de le préciser dès le début. Tom est un de mes meilleurs potes. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes que je peux balancer comme ça pour le faire Pas du réagir. tout la ref, du Non, coup. mais, parce que- Ah non, non, mais mais je on vais l'aura t'expliquer. plus tard. En fait, non, c'est vite fait, c'est que j'ai entendu parler de Sacha Grey, et, pas dans le porno, mais devant un film. Et je me suis dit, elle fait du porno aussi, je vais regarder. Et donc un matin, il s'est réveillé, moi à 9h, et j'étais vraiment en mode analytique, devant un gros film de boule avec Sacha Grey. Et lui, il a phasé, quoi. Et ça l'a marqué. C'était très. En fait, parce que vraiment, c'était un porno pas propre du tout, quoi. C'était vraiment. Ah, c'était très gonzo déjà. Mm. Et puis, c'était genre, limite BDSM. C'était très violent. Moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu regardes et tout. Et lui, Dès il le avait- petit déjeuner. il avait vraiment la tête comme ça, tu sais, il regardait avec la main, limite la main, tu sais, sur la lèvre en mode, ah, d'accord. Mais je comprends pourquoi elle a percé. Tu fais, mais quoi? Ah oui, non, par contre, sans blague, oui, je comprends. J'ai vu si c'était le matin ou le soir, parce que c'était aussi le moment où on s'endormait à 18h en revenant de cours et qu'on se réveillait à 9h. Voilà. Donc, je sais plus à quel moment c'était, mais vraiment, je me souviens m'être levé et avoir fait, je vais aller dehors un peu, hein, je reviens après. Je vais respirer. Donc voilà. Oui, non, et du coup, et je vais encore dire du coup, mais c'est insupportable. Donc on a parlé de ton premier souvenir de masturbation. C'est quoi ton premier... Ça a été qui ou quoi ton premier fantasme réel ou fictif? Le premier personnage ou un acteur ou... Alors, je crois que c'était Harry Potter. Attends. Ouais, je crois. Enfin, c'est pas c'était pas plutôt fantasmes, c'était plutôt un roleplay, en fait, un jeu de rôle. complet. Et je jouais le rôle d'Hermione qui couchait avec Harry. Et moi, j'étais Hermione. Et je devais avoir 9-10 ans. Mais du coup, à l'époque, c'était que papier encore ou c'était après le premier film que t'as vu ça? Ah non, après le film. Après le film, ouais. Voilà, après le film. Ils étaient un peu changés pour être jolis, hein, mais... Bon, ils avaient 10 ans, laisse-les tranquilles. Oui, mais ils étaient pas très très beaux dans les premiers. Voilà. Ah non, mais c'est des enfants en même temps, donc bon. Oui. Oui, c'est vrai qu'en fait, avec le recul, c'est très très glauque. cette Mais pas tant que ça, parce qu'en soi, quand les films sortent, on a à peu près les mêmes âges Oui, que les t'as le acteurs. même hein. âge que, Ouais, du ouais. coup, en soi, c'est Donc pas forcément, glauque. Voilà. Non, à l'époque, c'était ça, je tiens à préciser. Oui, voilà, c'est ça. Et tu penses que c'est quand ton premier orgasme? C'est quand et comment aussi? Oui. Oh là là, grosse colle. Je pense pas que ce soit... Je pense pas qu'il y ait de... les premiers trucs sexuels, les frottages, machin et tout bordel. Non, pas d'orgasme. C'était très agréable, mais pas d'orgasme. Non, je pense que c'est très lié aux premières masturbations, honnêtement. Enfin, je sais que... J'en ai parlé avec d'autres personnes, je sais que c'est pas tout le temps automatique. Mais moi, je sais que mes premières masturbations, il y avait orgasme en général. Ouais. Donc c'est au niveau... Ouais. Et t'as déjà eu orgasme sans éjaculation? Ouais. Et Ouais. beaucoup plus tard. Bah, Toujours déjà, tout seul? Oui, tout seul. C'est un orgasme prostatique, en fait. Ah Ah oui. Moi, j'ai toujours pas réussi ça. Ouais. Ça va être compliqué sur moi-même, mais... Oui, ça va être un peu compliqué. Oui, non, c'est cool. Bah, de ouf. Hein. Ça, je trouve que ça ouvre en fait une espèce de perspective de dire, mais on a toujours eu tendance à dire l'homme jouit d'or. Alors qu'en vrai, on va dire, mais en fait, il y a déjà, et sans forcément parler de prostate, genre, on va dire, mais tu peux choper un orgasme sans jouir en fait. Ouais. Et repartir après. Moi, ça m'est arrivé par pénétration. Par pénétration, genre d'avoir un orgasme, mais de pas avoir. Mais d'avoir vraiment toute la sensation de l'orgasme, mais sans avoir éjaculé. Ah, mais ça m'arrive tout le temps. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça trop bien. Je trouve ça hyper dur à atteindre, mais quand t'arrives à le faire, après, il faut que tu te réentraînes à le faire. Mais tu peux jouer plusieurs fois d'affilée, c'est trop cool. Quel plaisir. Quel plaisir de ouf. Non, moi, le seul souci, c'est que des fois, ça me fout des acouphènes et que je suis un peu. Oh, le petit malaise. Et non, mais c'est vrai, genre, il y a des fois où, genre, quand t'as un orgasme, t'as vraiment j'ai vraiment le côté, genre, acouphène et, genre, j'ai des pertes d'équilibre. Ah oui. Et Faut genre. que tu jouisses debout, en fait. Ouais, mais genre, j'adore ça. Déjà, c'est un problème. Et du coup, souvent, genre, je suis comme ça. Après, quand t'as vraiment en mode 2 secondes. Je respire, tout va bien. Ouais, c'est logique, tu te prends une bombe hormonale. Mais c'est ça, en fait, c'est que tu te prends un shoot qui est pas prévu d'être là, tu vois. Non, Donc, pas du tout. je trouve ça assez incroyable, quoi.
On va arriver du coup sur le sujet. Comment s'est passée ta première fois? Ma première fois était un viol. Le bon trigger warning, voilà. On l'aura mis en début d'épisode, hein, t'inquiète. Hein. Oui, là je pense que c'est un peu... Ouais. Et en plus, c'est pas un bon viol. Je précise, je mets des gros guillemets, et en fin de compte, je vais juste clarifier ça. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la théorie du... Du bon viol? Non, il me semble que c'est la théorie du viol. Ouais. Donc c'est en fait ce qui étudie en fait tout le côté social autour du viol, et qui dit qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il y a un bon viol, encore les guillemets, qui est par un inconnu, tard le soir, agressé, est menacé physiquement. En général, c'est un arabe ou autre chose, voilà, et jamais un blanc. Et en fin de compte, ça, c'est le bon viol. C'est-à-dire, c'est le viol ultime, le viol où tout le monde dit... Le viol accepté, en fait. Ça, c'est un viol. Et t'as dit non, t'as pleuré, t'as crié. Et en fait, dès que tu commences à enlever des petits trucs, voilà, donc c'était quelqu'un que tu connaissais, t'as pas dit non, il t'a pas tapé. Et bien en fait, on rentre dans un truc qui est beaucoup plus flou. Et donc, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais enfin, est-ce que c'est vraiment un viol? Est-ce que t'étais vraiment pas d'accord? Voilà. Et même toi, tu te poses la question, mais attends, mais est-ce que c'est un viol? Et donc, ma première fois tombe dans ce truc des viols. Des viols où, enfin, il m'a fallu pas si longtemps, parce que 3 ans, pour me rendre compte, enfin 2-3 ans, mais ça tombe dans ces trucs terribles. Où tu sais pas, voilà. Tu sais qu'il s'est passé un truc, ton cerveau sait. Mais tu mets pas le mot dessus. Tu mets pas le mot dessus. Tu sais que, voilà. Et en plus, enfin, moi après j'ai une autre théorie, c'est que en plus c'est un viol sans violeur, encore des guillemets, qui est que le mec a fait assez peu de mal pour qu'il puisse se dire non mais j'ai rien fait. Ce serait un peu comme dire, c'est comme si quelqu'un tuait quelqu'un d'autre, mais qu'en fin de compte, genre c'était de loin, de très 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 loin, un peu comme un politique envoie des gens aller mourir à la guerre. Clairement il les tue, mais bon c'est un peu controversé mon truc, mais c'est pas lui le meurtrier. C'est lui qui les a envoyés, mais c'est très loin. Donc en fin de compte, c'est pas lui le fautif. C'est mon concept de viol sans violeur, c'est ça. C'est t'as pas fait assez. Genre, il m'a pas foutu des grosses tapes dans la gueule et autres, quoi. Voilà. Il a juste fait en sorte que je ne puisse pas faire autrement que ce que j'ai fait. C'était rien, puisque le concept de même, c'est que ma tête et mon corps se sont retrouvés séparés. En fait, je me suis retrouvé un peu hors de moi, en fait, à côté, en train de regarder ce qui se passait, et vraiment... C'est un nom, ça. Je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est pas de la sidération, mais le truc, il y a beaucoup de la sidération, mais c'est un choc, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont séparés de leur corps et qu'en fait ils le voyaient de façon omnisciente. Moi j'en ai entendu parler, en général, ils disent quand c'est les sorties en astral, mais là c'est un autre truc, c'est par le choc. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça ressemble vraiment à ce qu'ils appellent les sorties en astral, où tu te vois en fait. Et clairement, je me voyais. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui est très bizarre, Alex, c'est que, en fait, je pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Déjà parce que j'ai pas envie. Et de deux, parce que tous les jours, à chaque fois que j'y repense, c'est pas les mêmes détails qui me reviennent. Et j'ai une partie des détails qui me reviennent et l'autre, j'oublie complètement. En fait, pour réussir à faire la scène complète de ce qui est arrivé, même maintenant, alors que ça va vraiment, non, mais que ça, c'est beaucoup mieux, il me faudrait genre 3 mois et que dès que j'y repense, je note tous les détails et qu'après j'essaie de les remettre dans l'ordre pour savoir vraiment ce qui s'est passé, même moi, quoi. Voilà. Quel impact ça a eu sur ta sexualité, du coup, cette première fois? Ça l'a défoncé. Mais en fait, ça a enclenché... Déjà, en plus, psychologiquement, ça allait pas bien. Mais en fait, le truc, c'est que ça m'est arrivé tard, entre guillemets, 23 ans. En sachant que, en fait, quand j'y suis allé, j'étais dans cette condition de... Là, il va falloir y aller. Là, il va falloir faire du sexe. Là, il va falloir qu'il couche avec quelqu'un. Parce que c'est bon, là, tu vas atteindre la date de péremption, en fait. Et donc, en fait, il y avait aussi ce truc-là. J'avais besoin de faire du sexe. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvé dans une situation moins sécure que d'autres. Parce que tu t'es forcé, en fait, toi-même à te mettre en condition et en disant c'est ce moment-là, même si j'ai pas envie, il faut que ce soit là. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est... Ouais, c'est ça. Et en plus, j'en avais besoin pour me sentir validé. Parce que j'ai eu aucune histoire d'amour ou une relation ou autre homosexuelle, ou hétérosexuelle d'ailleurs.
Et donc, en fait, j'étais dans ce truc de pas être validé, et il fallait absolument que quelqu'un me valide par le sexe, parce que je pensais que ça passait par là. Et donc, en fait, je suis allé avec beaucoup d'espoir. Donc, en fait, la balance a penché complètement de l'autre côté, et je me suis mis à avoir une sexualité très délétère, une sexualité à risque, en fait, où je n'étais plus rien. De toute façon, j'étais une merde à partir de ce moment-là, et tous mes rapports sexuels, c'était pour me prouver que j'étais une merde. Voilà. Point. Et ça, t'as réussi à le comprendre à peu près quand ? Que la sexualité que t'avais n'était pas une sexualité saine ? Le dernier mec avec qui j'ai couché. Parce que, en fait, tout ceux d'avant, c'était des one-shots. C'est Grindr, donc c'est vraiment... tu chopes un mec, machin, tu vas chez lui, tu te fais sauter, et tu reviens chez toi. Oui, je précise, parce que dans ma sexualité, c'est moi qui me fais pénétrer. En général, si ce n'est 99% du temps. Et donc, le dernier, c'était plus Tinder. On parlait depuis très longtemps, machin. Et je l'aimais beaucoup. Et en fin de compte, le problème, c'est que lui, je pense qu'il avait des gros problèmes d'un point de vue sexuel. Enfin, j'ai complètement théorisé sa sexualité après, mais... Et en fait, il a fait la même chose que tous ceux d'avant, en fait. Qui étaient des trucs... parce que j'ai été pratiquement traumatisé à chaque rapport sexuel, hein, juste. Ouais. Et en fin de compte, c'est là où je me suis dit, ok... Parce que jusque-là, je me disais, ouais, mais c'est normal que tu aies ça. Parce que c'est des one-shots, c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'était un mec... On avait beaucoup parlé pendant 1 mois, on s'était vu avant. T'avais établi une relation de confiance. Ouais, c'est ça. Et ça s'est quand même passé comme ça. Et c'est là où j'ai dit, ouh là, stop. Puis après, je suis tombé malade, donc stop, voilà. Mais du coup, ouais. En fait, en couchant avec ce mec, je me suis rendu compte qu'enfin, c'était mon dernier espoir, en gros, la personne que tu connais. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je revisite et que je retravaille toute ma sexualité. Parce qu'en fin de compte, il n'y avait même pas une base saine sur laquelle se fonder. Tout était explosé, quoi. Tout. Ouais. Et voilà. Et parce que je ne fais pas du sexe, je le cède. C'est ça le problème. C'est ça que ça a implémenté. En gros, tu te donnes, mais tu n'attends rien en retour. Après, c'est de l'analyse, tu peux me dire si je me trompe. Hein. Mais c'est ça, en fait. Voilà, tu te donnes tout, mais tu te dis, de toute façon, le sexe, c'est comme ça, on n'a rien à me donner en retour, et tu subis le truc. C'est plus... En fait, c'est ce que je dois payer. Le sexe, c'est ce que je dois payer pour avoir des trucs que j'aime bien. Et les trucs que j'aime bien, par exemple, c'est un contact popo. Enfin, c'est juste ça, en fait. Juste un tout petit peu d'attention, ne serait-ce qu'à un même moment, ne serait-ce que si c'est le moment juste avant le sexe. Parce que, je sais pas si... Bon, c'est ma théorie sur l'homosexualité masculine, mais l'homosexualité masculine ou en one-shot, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette notion de on fait attention, et dès qu'il y a la pénétration, c'est bon, c'est acté. C'est un peu comme cette notion du consentement. Le consentement, en fait, ça se acte une fois, et une fois qu'il y a pénétration et machin, c'est bon, c'est parti. Alors que c'est vraiment à chaque étape. Les deux, je lis les deux. Je suis très biaisé sur le sujet, mais... Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le avant, en fait. C'est juste ce qu'il y a avant. Genre, tout le jeu, le tout moment d'espoir, le moment, les premières caresses, les premiers trucs, les trucs, machin. De la tendresse, en fait. Ouais, la tendresse du début. Mais c'est parce que t'as jamais eu aussi l'aftercare, en fait. Le côté où après le sexe, on reprend et on redevient... Une fois. Une fois, ouais. Ouais, une fois. C'était mon meilleur coup. Mais... après, vu mes références, voilà, c'était pas un truc extraordinaire non plus. Tu estimes du coup que tu n'as jamais eu de sexualité positive dans le sens où tu fais ce que toi tu aimerais faire aussi ? J'ai eu une sexualité majoritairement négative. Après, j'ai pu retirer des petits trucs. En fait, j'ai pas eu que des sexes traumatiques. C'est majoritairement, mais il peut y avoir eu 2 altercations où on raconte ça s'est plutôt bien passé. Enfin, ça s'est pas mal passé. C'est ça la nuance. Voilà. Mais est-ce que aussi tous ces coups que tu as eu après ta première fois n'ont pas été traumatisants parce que la première fois était traumatisante ? Non, mais bien sûr, mais de toute façon, ce que j'ai fait, honnêtement, tout ce que j'ai fait dans les coups d'après, j'ai reproduit le premier, en fait. C'est ça, parce que j'avais normalisé ça comme étant du sexe normal. Le sexe, c'était ça, au début. Même si mon cerveau, je savais qu'il y avait un truc qui était explosé derrière. Et ouais, donc en fin de compte, je reproduisais ça complètement. Pour moi, c'était normal. Et est-ce que tu as d'autres amis de la communauté LGBT avec qui tu pouvais parler de ça et, Zéro. C'est peut-être ça aussi. Je n'ai aucun pote de la communauté LGBT,
Mais à chaque retour, parce que j'en ai beaucoup parlé de cette histoire autour de moi, parce que je parle beaucoup de ce qui m'arrive en général, et j'ai eu beaucoup de retours, en tout cas de mecs de ma génération, enfin 26 ans et plus, où la première fois d'un mec où il se fait pénétrer notamment, c'est Catastrophique. Enfin, j'ai beaucoup entendu ça. Je trouve que j'en ai jamais entendu parler en dehors de mon cercle privé. C'est pour ça que je suis plutôt content de le dire ici aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec la sexualité masculine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec la sexualité masculine en général. Mais ouais. Voilà. Il y a un manque de dialogue ou c'est un manque d'éducation, tu penses C'est un manque pour la sexualité masculine. C'est un manque d'éducation, je dirais. Mais en fait, c'est qu'on n'en parle pas aux mecs. Et on parle de trucs du point de vue des filles, parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes. Mais une fois que ce sera réglé, si un jour c'est réglé, il va falloir qu'on fasse le chemin inverse et qu'on reparle aux mecs et que vraiment, on règle les trucs avec les mecs. Parce que c'est des injonctions d'être le mec. Il y a plein d'injonctions faites aux mecs dans la société, notamment ce truc de la vie. Enfin, j'ai une théorie. Ouais. J'ai des théories pour tout. Voilà ma théorie. En fait, être une femme, il y a plein d'injonctions. Genre, être féminine, être machin, les mecs aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a en dessous, un peu souligné, la virilité. J'aime pas ce c'est mot, la je virilité, déteste ce mot. Voilà. C'est les messieurs, c'est les. Voilà. Et plus que virilité, moi je dirais vraiment plutôt virilité toxique. Parce que Mais alors, la virilité, il y a la virilité si t'es viril comme ça, mais il y a des meufs qui sont viriles. Exactement. Mais c'est quand tu cherches à l'avoir à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences, ça devient toxique. complet. Et en fait, pour moi, la virilité, le truc, c'est quel est le moment où le mec est le plus viril dans sa vie. Ben, moi, je suis persuadé que c'est au pieu, quoi. C'est du moins là qu'il la cherche. C'est là, en tout cas, qu'il le cherche, ouais. Oh, je l'ai baisé, je l'ai défoncé, machin. Mais en fait, ça a rien de. C'est ça. Ça a rien de valorisant de dire ce genre de choses, je trouve. Non, par contre, mais ça te revalorise toi. Ah, mais c'est clairement. Ça te revirilise, en fait. Ouais, complet. Donc, voilà. Et t'es un vrai bonhomme socialement. c'est exactement ça. Et donc, voilà. Et être viril. Et si c'est ça le but, c'est qu'après tu peux se dire, moi j'ai défoncé, machin. Ben, effectivement, il va y avoir un problème sur le pendant, quoi. Bon, après, j'ose espérer qu'il y en a beaucoup plus qui sont très très mignons pendant, et après quand ils en parlent à leurs potes, c'est voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui le font et qui en parlent après. Je pense effectivement, comme tu dis, c'est pas le truc le plus répandu. Il y a effectivement, à mon avis, beaucoup de garçons qui sont qui peuvent être soit très timides, soit très doux envers leur compagne, mais dès qu'ils en parlent devant, et surtout jeunes pour le coup, et dès que t'en parles après aux potes, c'est en mode non mais je l'ai baisé, genre j'ai gavé kiffé, tout ça, etc. Alors qu'en vrai, derrière, il y a plein de questions et de problématiques qui se posent. C'est ça, mais ouais. Je pense pas que ce soit minime non plus, les gars qui sont un peu borderline, mais je pense pas que ce soit non plus les plus répandus. Non, mais je suis intimement persuadé. Je suis hyper biaisé sur le sujet, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire tous les mecs c'est des enculés. Mais ouais. Et pour l'homosexualité masculine, je vais juste faire un petit truc comme ça. Il y a aussi un gros problème en tout cas pour ma génération, je pense, comment on peut dire D'éducation. D'éducation. Non, c'est de pression sociale sur ce que c'est être un homo. Ouais. Et un homo mec, c'est une bite sur patte qui va sodomiser les gens. Point. C'est une folle. C'est vraiment ça. Qui drague tout le monde, machin. Qui drague tout le monde, qu'on a rien à foutre. Cliché. Ouais. Des trucs, pour le coup, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement bien fait, c'était l'épisode de Bref, où son frère, le frère fait le coming out, et où il dit très clairement, pour moi, il y avait deux types d'homosexuels. Il y avait la folle et le macho, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est le bonhomme. Le bonhomme, quoi, le camionneur, tu vois, etc. Et il conclut l'épisode en disant, et mon frère, j'arrivais pas à le catégoriser entre les deux, et du coup, je l'ai regardé pour savoir comment il était, et il redécrit son frère comme il a décrit, je suis un mec comme tout le monde. Et il conclut en disant, bref, mon frère est un homme comme tout le monde. Ouais. Non, mais c'est très très bien. Mais c'est la première fois qu'on avait ça. 2011. Il y a eu des petits trucs avant, mais c'était minime. Mais le truc, c'est qu'il y a un truc qui est rarement dit, c'est que si les gens qui sont pas homosexuels pensent comme ça, des homos, les mecs qui sont homosexuels aussi. Oui, complet. Voilà, tout le monde pense pareil. Mais c'est déjà, exactement. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de revenir aux bases par rapport aux injonctions qui sont faites aux femmes, au développement de
de la parole par rapport à la sexualité féminine et aux problèmes qu'il y a. Et moi, je pense que c'est un travail qui devrait être conjoint avec l'éducation sexuelle des jeunes homosexuels, parce qu'il y en a pas, en fait. Juste, même, tu vois, moi, je travaille dans le milieu du handicap, et j'ai déjà entendu des gens dire, enfin, ça va, ils sont handicapés, si en plus ils sont pédés... Bah, je suis handicapé et pédé, donc non, voilà. mais voilà. Non, mais genre, je trouve ça hyper choquant parce que, tu vois, on leur apporte de l'éducation sexuelle et tout, et même des collègues, des fois, leur disent oui, machin, alors, t'as une copine? Ben, moi, je réussis une copine ou un copain, et puis on voit aussi les possibilités, et les possibilités de contraception. Enfin, faut pas genrer, en fait, leur sexualité. Et je trouve que, du coup, cette éducation, donc, on est en train de développer l'éducation des femmes par rapport à leur sexualité, mais il faut aussi revenir aux personnes LGBT et à comment leur sexualité est différente, etc. Et je trouve que ça manque beaucoup. Et l'éducation aussi par rapport au respect. Parce que le respect des femmes, oui, mais il y a pas que les femmes, en fait. Ça va dans les deux sens. Mais c'est le respect de tout le monde. Mais oui, mais le LGBT, de toute façon, la société n'est pas du tout adaptée pour les LGBT. Pour moi, il y a un truc qui le prouve. T'arrêtes de dire à partir du moment où t'as pénétré ou tu t'es fait pénétrer. C'est-à-dire que toutes les lesbiennes sont vierges. Ça veut dire que la pénétration est une fin en soi, alors que déjà, pas du tout. Voilà. Mais Mais j'aime bien ce côté. Donc toutes les lesbiennes sont vierges. Oui, j'ai déjà entendu ça. Elles meurent vierges. Oui. T'es lesbienne, mais du coup, t'es vierge? Bah non, bah si. T'as encore ton mini-men. Bah non, ça n'a rien à voir. C'est ça. En plus, j'ai appris il y a pas longtemps que l'hymen, ça se casse pas du tout, ça disparaît pas du tout après le premier rapport. Ça se replie. Mais c'est vrai, enfin, et puis même, je veux dire, je sais plus qui en a parlé. Genre... en fait, ça se déchire, mais ça reste sur place. Comme une fleur. Ils en ont parlé dans je sais plus quel podcast, je sais pas si c'est pas le podcast des meufs sur Spotify, là. J'ai oublié le nom, je rechercherai tout à l'heure. Les couilles sur la table? Non, pas les couilles sur la table, c'est avec les. Je rechercherai le nom. C'est un truc qui a fait polémique justement parce que tout le monde a dit ah ouais, c'est un podcast avec que des meufs qui vont parler sexualité. Radio sexe, les gars. Voilà, genre on fait juste l'inverse. Mais bon, bref. Et non, mais parce qu'il y a quand même quelqu'un aussi qui nous avait mentionné sur le post en disant non, mais ça c'est un podcast de merde, vous ferait mieux d'aller écouter celui-là. Et moi j'étais hyper mal en disant oh, mais j'ai même pas écouté le podcast, je sais pas si c'est de la merde ou pas, je veux pas et je veux surtout pas être comparé à d'autres podcasts sexuels, quoi. Genre c'est. Non, ça n'a rien à voir. Donc oui, non. Ça c'est un vrai problème, je trouve, actuellement. Mais j'ai l'impression aussi que ça commence un peu à se remettre en place quand on parle d'éducation sexuelle, on fait toujours un aparté sur... Bon alors par contre, avant qu'on parte sur quoi que ce soit, on va remettre des bases aussi sur qu'est-ce que c'est que la communauté LGBT et qu'est-ce que c'est que tout ça. Là, il y a des groupes là que je suis un peu où ils parlent de sexualité, leur début de sexualité, c'est un cours sur le LGBT, quoi. C'est en fait voilà, genre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, et le genre c'est quoi, et la sexualité c'est quoi. Ils ont du retard comme d'habitude, mais au moins c'est entraîné. Bien sûr. Mais ça vient doucement, c'est déjà ça. Ouais. Après voilà, on va pas se mentir que c'est une société très hétéronormée qui sort d'un système judéo-chrétien. Après, j'ai pas envie de lancer la pierre à la société très hétéronormée parce que techniquement la majorité est hétérosexuelle. Oui, donc, bien sûr. En fait, c'est pas grave qu'elle soit hétéronormée, mais par contre, ce qui est grave, c'est qu'elle soit hétéro-exclusive. Complètement. C'est là où je voulais en venir, mais j'ai mis plus de temps. Non, mais après, c'est un combat que t'as. Enfin, encore une fois, c'est toi qui m'éduques aussi un peu là-dessus, donc c'est normal que je sois un peu plus lent dans les réflexions et tout ça. Ouais. Profite. Et après, pour en revenir aux questions, oui. La question que je me pose, c'est du coup, vu que tu as vécu une sexualité qui est plutôt traumatique, tu dis que ton regard est biaisé, mais est-ce que tu fantasmes une autre sexualité? Quelque chose que tu aimerais faire et que dans l'idéal, ta sexualité, elle serait comme ça? Bien sûr, mais alors par contre, ma sexualité, je l'ai fantasmée. Je l'ai pratiquement exclusivement fantasmée, en fait. Puisque je ne peux pas... vu que c'était très traumatique, moi, je ne considère pas que c'était dans... c'est très bizarre ce que je vais dire, mais je ne considère pas que c'était dans la sexualité. Parce que ma sexualité, c'est pas ça. En fait, pour moi, ce n'est pas dans la sexualité à partir du moment où c'est pas bien. Donc, tout le sexe que j'ai pu faire, c'était du sexe, c'était pas ma sexualité. Donc, de ce postulat-là, je pars du principe que toute ma sexualité est fantasmée, en fait. Ok, je comprends. Pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure et pour continuer sur ce débat-là, on parle en général des pressions sociales, des tabous et des limites dans les sexualités et tout ça. Et moi, au niveau de la pression sociale et tout ça, je suis au courant de certaines histoires qui t'est arrivées. Comment t'as vécu en fait le fait de très vite assumer, enfin je veux dire, moi autour de moi, t'as été une des personnes à avoir assumé très vite qu'il était homosexuel et qu'il avait menti aussi sur ses débuts de vie. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout parlé encore, mais
Moi, je me souviens très bien le jour où on est arrivé en coloc et dans les 2 premiers jours, t'es venu me voir, tu m'as dit bon, faut que je te dise un truc. Ma première fois, c'est faux. Ouais. Ah putain, c'est tout un sujet à lui tout seul. Ouais. Déjà, je trouve que on n'arrive pas à te dire le bon moment, c'est ton moment. Mais en fait, quand t'es jeune, c'est pas du tout vrai du tout. Le bon moment, c'est en même temps que tout le monde, voire avant tout le monde. On s'en fout que ce soit bien, on s'en fout que c'est juste pour que ce soit fait, que ce soit acté. Et en fait, pour l'homosexualité, enfin, pour le coming out, en fait, c'est un peu lié aussi à la première sexualité parce qu'on s'en fout que tu sois hétéro, on s'en fout que tu sois homo, mais il faut que tu couches. Oui, complet. Voilà. Donc, et vu que quand t'es pas à l'aise avec ta sexualité et que du coup tu fais ton coming out plus tard, et en plus moi j'ai fait ça dans l'ordre. J'ai fait ça dans l'ordre entre guillemets puisque jusqu'au moment de faire mon coming out, je n'ai eu aucune interaction homosexuelle. Quand j'ai fait mon coming out, du coup, il y avait 0 sexualité derrière. Il y avait vraiment plus rien. Donc, en fait, passer du moment où tu fais ton coming out au moment où tu fais ta première expérience, il y a du temps qui se passe. C'est obligé. Parce que faire son coming out, c'est pas l'avoir complètement validé auprès de soi, en fait. T'as fait ton coming out, c'est-à-dire que ok, à partir de maintenant, je vais commencer à être homosexuel. C'est vraiment ça pour moi, mon coming out. Donc en fait, très rapidement, je me suis dit, putain, mais en fait, tout le monde couche autour de moi et j'en ai plein le cul de pas boire où j'ai déjà généré. Donc, je vais lui inventer une sexualité complètement fictive. Et l'avantage d'une sexualité complètement fictive, c'est que tu peux en foutre, mais à balle. Tu peux y aller à fond et tu peux être très extrême dans tes histoires. Tu peux être beaucoup plus intéressant. Et en fin de compte, vu que tu étais du côté de la personne qui n'a rien fait, tu n'as rien intéressant, machin, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, ou en fin de compte, tu n'as toujours rien fait, mais qu'au moins tu es valorisé auprès des autres sur ta sexualité qui est fictive, tout en sachant c'est que t'es une très fraude, agréable. c'est hyper agréable. Mais il n'y a que toi qui sais que tu mens. Il n'y a que toi qui sais qui ment. Voilà. Par contre, à tenir sur le long terme, c'est très compliqué parce que bien sûr, tu mens. Que ce soit cohérent. Et tu ne racontes pas les mêmes choses à tout le monde. Il faut que tu te souviennes de chaque mensonge pour chaque personne. Et à un moment donné, c'est insupportable. Ouais, alors c'est très très dur, mais moi je trouvais que tu avais été ultra cohérent parce que justement, encore une fois, autour de nous, enfin en tout cas du groupe qu'on était au moment où tu nous as avoué la chose, je pense qu'on a tous bugué. Hein. On s'est tous dit, mais. Ouais, il y en a beaucoup qui ont bugué, ouais. On était en mode, mais enfin, tu nous as toujours dit, et puis dans les moindres détails, et puis c'était tout le temps les mêmes détails qui revenaient, les machins. Ouais. Non, j'avais ficelé mon truc, quoi. Ah ouais, non, c'était. Non, je suis juste un très très bon menteur. Tu sais super bien écrire des histoires. Hein. Ouais. Très très bon auteur. Allez, on verra. Et du coup, d'un point de vue sur la pression sociale et tout ça, comment t'as vécu le fait d'être alors je vais vraiment le mettre entre guillemets cette phrase parce que j'aime pas du tout ça, mais je trouve pas d'autre manière de le dire, le gay du groupe. C'est en demi-teinte en fait. Ouais. Parce que c'est chiant, c'est hyper chiant, et en même temps c'est super cool. Parce que c'est chiant parce que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Voilà. Dès qu'il y a une notion au cul, dès que machin, enfin, voilà. Dès qu'il y a une notion de fesses, enfin, t'en prends plein la gueule, clairement. Voilà. Le problème, c'est que t'en prends plein la gueule. Mais ça te sépare un peu. Et t'as ton rôle en plus. Peut-être un peu spécial. Ouais, t'es un peu à côté. T'es un peu à part, mais cette fois, c'est plus grave, en fait. Voilà. Tu t'es différent et c'est acté. Et quand t'en joues, parce que le truc c'était bien en fait quand j'en jouais, quand j'en faisais des caisses, machin, je mentais pas sur ma sexualité, mais j'en faisais des caisses. Dès qu'il y avait une anecdote de cul, j'en faisais une. Voilà, je draguais les mecs sans les draguer, mais je faisais croire que j'ai dragué. Et tu jouais un rôle en fait. Ouais, je jouais le rôle du gay en fait. Et je l'ai joué parce que j'avais besoin de me réaffirmer dans mon sexualité, et aussi ça me donnait complètement un boulevard en fait. J'avais personne. En fait, j'étais le seul à pouvoir faire ça, donc je pouvais aller dans tous les sens et personne n'allait pouvoir me prendre ma place en fait. Et voilà. Et tu parles de ça comme si c'était avant, ça veut dire que maintenant c'est quelque chose que tu ne fais plus, enfin du moins auprès de tes amis. Je le fais plus du tout, mais auprès de personne. Parce que c'est un mensonge de plus en fait. Et donc en fait, à cause de
au niveau sexualité, j'ai tellement menti. Voilà, sur ma sexualité en tant que telle, mes rapports sexuels, qui j'étais en tant qu'homo. Voilà. Donc maintenant, j'en ai juste plein de cul. Donc non, en fait. Maintenant, t'es toi-même et tu t'en fous. Ouais, mais je trouve que c'est très bien, c'est hyper cathartique d'avoir dû passer par ça. Parce que justement, maintenant, je comprends vraiment tout l'enjeu de... On s'en fout, quoi. Mais on s'en bat la race. C'est vraiment, quand tu commences à te forcer à faire un truc, il faut que t'arrêtes. Surtout si normalement t'es avec des amis, des vrais amis, ils sont pas censés te juger sur ce que tu vis, sur ce que tu veux pas ou sur ce que t'es ou pas. Et en plus, c'est encore mieux que ça. C'est quand t'arrêtes de mentir, et si t'as des amis autour de toi qui sont pas chauds autour de ce que t'es et autres, bah en fait, en général, ils se cassent. Ça fait le tri. Donc ça fait le tri. En fait, parce que je me suis rendu compte que être moi en entier, c'était un tri fait. Ça trie direct, en fait. Donc c'est parfait. J'ai pas besoin, en fait. Ça t'enlève plein de problèmes quand t'arrêtes de jouer des rôles. Voilà. Moi, je profite du coup de ce podcast pour m'excuser sur ma première fois où j'ai vraiment discuté avec Tom, car c'était extrêmement maladroit comme manière de faire. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors déjà, c'était une soirée où j'ai squatté. Je ne connaissais juste qu'une personne qui m'a dit je fais soirée là-bas, on y va. Aïe. Est-ce que tu te souviens, c'était dans un grand appart, genre il devait y avoir 3-4 mètres de plafond. Et moi, avec des gros beaufs qui faisaient la soirée. Ouais, exactement. Ah putain, et ouais, je m'en souviens. Et qui m'avaient piqué mon bonnet, ces fils de pute. Et je te rassure, j'étais pas invité, ils avaient invité que les meufs. Et de quoi? Ils avaient invité que les meufs. Non mais tu sais, c'est ces soirées sordides où en fin de compte, ils avaient invité que des meufs, il y a des meufs dans tous les sens. Et les mecs, ils étaient à l'étage, en ligne, en train de regarder, mais ils faisaient rien à part se bourrer la gueule. Non, c'était... Oh là là, mais horrible, quoi. Et puis il y avait moi bourré et défoncé qui allait voir Tom et café. Alors du coup, Tom, t'es pédé? Alors, je l'ai pas dit comme ça. Hein. C'est fin. Je l'ai pas dit comme ça, mais genre vraiment, genre dans le ressenti, moi je me dis vraiment, genre si ça on me le disait à moi, je l'aurais ressenti comme ça, quoi. Donc c'était plus, Tom était parti fumer sa clope. Moi je l'avais rejoint et j'avais un peu ouvert la conversation comme ça en disant bon écoute Tom, il faut qu'on discute d'un truc, tu vois. Parce qu'en fait Tom, je le voyais de temps en temps en soirée, il traînait avec une très bonne pote de l'époque et on n'avait jamais eu l'occasion de discuter sérieusement tous les deux. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai décidé d'ouvrir là-dessus, parce que c'était la question qui m'obsédait à ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé aussi de demander. Honnêtement, je pense que tu me l'as même pas demandé. Parce qu'en général, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un venait me voir en disant bon, je dois te poser une question. Je sais quelle question il va poser, sans déconner. Donc je lui dis, t'as pas besoin de la poser. La réponse est oui. Point. Voilà. Mais après, imagine, c'est pas ça. Mais je me suis jamais planté. Ça, hein. C'est vrai. Je l'ai fait, mais un nombre incalculable de fois. Je me suis jamais planté. Et en plus, si les gens sont pas sûrs, donc ils reposent la question quand même. Mais t'es homo? Oui, c'est ce que je viens de te dire en fait. J'essaie de poser la question un peu finement. Je sais que ça m'est déjà arrivé de me tromper, mais de dire, mais pas dès le début de la conversation. Tu sais, ah mais du coup, donc ok, t'as cette vie machin, et t'as une copine ou un copain. Genre c'est un peu plus fin, tu sais. Mais en fait, non, mais c'est pas beaucoup plus fin en fait. Parce que quand on réfléchit, il y a que les homos auxquels on demande est-ce que t'as une copine ou un copain. Non, je te promets, je demande à tout le monde, les filles et les garçons compris, ouais. Parce que je me dis genre. J'ai pas envie de catégoriser les gens, donc que ce soit des filles, des garçons, ou même des personnes non binaires, ou de n'importe quel genre. Je préfère demander, parce que si je me trompe et que la personne le prend mal, je me dis, je vais me sentir pas bien. Mais en fait, il y en a pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai ce souvenir que c'est génial. Éducation sexuelle à la maison. Donc, voilà. Donc, avec ce fameux truc, la première fois, il faut vraiment que vous fassiez avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Voilà. Donc, merci maman, j'ai pas du tout fait ça. Voilà. Et je me souviens surtout que ma sœur, il se tournait vers elle, il disait, donc toi, quand tu auras un amoureux... Et après, il se tournait vers moi, il disait, c'est mon père qui avait la finesse d'un éléphant, qui arrivait, qui disait, quand toi, tu auras une amoureuse, ou un amoureux. Hein. Et en fin de compte, c'est toujours ce que tu soupçonnes d'être homo, ou l'autre. Hein. Mais ça, c'est gentil, c'est pour dire, mais ça me dérange absolument pas. Mais dans le truc, t'entends, oui, en fait, t'es en train de me dire que tu sais que je suis homo, que t'es persuadé, mais que en fait, là, on va pas en parler encore, quoi. Parce que s'il l'avait dit à ta sœur, à la rigueur, de la même façon, un amoureux ou une amoureuse, ça serait passé, mais là... Ouais, mais c'est que ma sœur, c'était évident qu'elle était hétéro. Moi, c'était évident que j'étais homo. Ouais. J'ai pas le luxe de pouvoir me cacher. Pour terminer, du coup, sur tout ce qu'on raconte là depuis le début,
comment tu fais toi pour sortir de toute cette relation et comment tu fais pour te reconstruire après tout un début de sexualité chaotique? Eh ben, je vais pas pouvoir vous répondre parce que actuellement, en fait, je n'ai aucune idée. Le seul truc que je fais, c'est que là, je sais que de toute façon, ma sexualité, elle est en veille. Enfin, ma sexualité avec des gens, une seule personne à la fois, si possible. Elle est en veille actuellement parce que c'est beaucoup de travail sur soi qui va devoir être fait en amont. Et en fait, non, ça c'est la raison que je lis un peu écrite. En fait, c'est juste que j'ai la trouille de me retrouver dans une situation. Là, je sais que je vais mieux. Mais j'ai la trouille de... Et si la prochaine fois, il se passe un truc que j'aime pas et que je dis pas non? Parce que presque systématiquement, quand il y a un truc qui se passe mal, je dis pas non, je laisse. Je cède. Et en fait, j'ai tellement la trouille de céder que j'ai même pas envie de tenter pour l'instant. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Mais le sexe, tout ça, c'est super cool. C'est clair. Je sais pas trop ce qu'on a comme questions encore qui nous En restent. fait, j'ai pas très envie de les poser, je t'avoue, parce que... Ouais, mais je suis pareil. Parce que... Non, mais c'est pas du tout... Non, mais en fait, c'est positif parce que juste, on a tellement discuté et la vie que tu nous as racontée, les questions, elles ont rien à voir avec... des choses que tu pourrais nous répondre, il y en a auxquelles tu as répondu déjà dans ce que tu nous as dit. Du coup, j'ai pas envie de rester dans un truc figé. Parce que là, c'était naturel et c'était très cool et c'est très nouveau. En fait, pour le coup, c'est ça vraiment notre nouvel épisode assez pilote. C'est vraiment genre là, on est parti d'un sujet où on a parlé de plein de choses en fait au final déjà. Donc, genre, on pourrait te poser la question éventuellement de c'est quoi la dernière chose que tu as apprise, mais pareil, genre est-ce que ça a vraiment d'intérêt avec tout ce qu'on vient de raconter avant Moi, je trouve que de là, de ce qu'on en est, c'est plutôt pas mal. On va quand même juste terminer par les 3 dernières choses qu'on fait à chaque fin d'épisode. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que tu aurais aimé qu'on aborde? Alors, moi, vu que c'est toujours dans les bons coups, je pensais qu'il fallait poser la question pour toi, c'est quoi un bon coup? Même si je comprends pourquoi elle est pas posée. Parce que j'avais théorisé une réponse. Mais donc, après, vas-y. Réponds-nous si tu veux. Donc, je vais répondre à la question qu'on me pose. Et c'est plus sur le bon sexe. C'est la théorie de Tom. Les théories de Tom. C'est vraiment ça. Parce que, en fait, je trouve... On entend souvent, ce truc de... c'est la discussion dans le sexe et autres. Sauf que moi, je vais prendre ça sous le thème du one-shot. T'as une sexe avec une personne, t'as pas la possibilité de discuter en amont. Voilà. Je trouve qu'il y a 4 trucs qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. T'as le consentement, même si c'est con de le dire, c'est vraiment hyper important. C'est pas si con de le dire, je pense. On n'y pense pas. Mais parce que, en plus, c'est très important de faire attention pour l'autre, mais aussi pour soi. Parce que voilà. Le deuxième, je trouve que c'est vraiment le respect. Mais c'est un truc. Mais le respect, rien à voir avec la pratique qui en est faite, mais c'est vraiment considérer l'autre comme une personne, puisque tu es là à 2, et donc considérer son consentement aussi. Ouais, vous allez voir, tout est lié. Le troisième, c'est l'écoute. C'est pas écoute, parler, c'est vraiment. Tu sais, en fait, même quand tu t'y connais pas trop, tu vois, c'est les trucs qui sont bien ou pas. Enfin, j'ose espérer que c'est comme ça. Tu peux écouter un corps. Hein. C'est ça, voilà. C'est l'écoute du corps. Oui, c'est l'écoute du corps. Et je trouve que c'est. Et l'écoute verbale aussi, donc les deux vont. Et c'est comme ça que je trouve que quand tu es à l'écoute, c'est plus facile de respecter et de considérer le consentement de l'autre, même s'il n'est pas tacitement dit. Parce que c'est ça qui est hyper compliqué qui peut être très compliqué avec le consentement. C'est pour ça qu'être à l'écoute, c'est mieux pour le respect et le consentement. Et le dernier, alors j'aime bien le mot, c'est pas la bonne définition, mais je vais quand même le dire. Je dirais c'est de l'abnégation. Dans le sens, on descend un peu, t'es pas tout seul, vous êtes à 2. Et dans l'autre sens aussi, chérie, vous êtes à 2, donc enfin, t'as pas besoin, chacun doit en tirer profit. Il n'y a pas une personne au-dessus d'une autre, en fait, c'est tout le monde à égalité. Sur un pied d'égalité. C'est ça. Et donc, en fait, voilà. Et c'est tout, c'était ma réponse. C'est une bonne définition, je pourrais citer Bo Burnham pour cette définition en disant si tu veux de l'amour, descends tes attentes. C'est exactement ça. Mais, franchement, c'est une très bonne définition, je trouve. C'est une très bonne théorie, celle-là, je la valide. Merci. J'aime qu'on valide mes théories. Est-ce que tu aurais une musique qui t'évoque la sexualité? Alors, il y en a une, c'est pour la blague, mais c'est I Just Had Sex de Lonely Island. Ah oui. Parce que, non mais je suis désolé, mais enfin, tu me parles de sexe, je pense à celle-là. Mais pour être plus dans l'ambiance,
voilà, autre chose. Quelque chose qui était plus personnel, du coup. Le premier couplet de Two Hearts de Kylie Minogue. Ok. J'ai pas assez. J'adore Kylie Minogue, j'ai pas assez écouté. Ah non, mon Dieu, ce truc, c'est du sexe en barre. Ok. Mais c'est très sensuel et sensuel, tu vois, c'est plus... Bah, de toute façon, Kylie Minogue, c'était un peu l'antithèse de Madonna. Madonna était très ouverte, très sexualisée. Là où Kylie Minogue, c'était plus sensuel et plus... C'est vrai. Ouais, et ben, le premier couplet de Two Hearts, surtout les premières notes et le premier truc, c'est... Je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Voilà. Pour moi, c'est une scène de pré-sexe, post-sexe, mi-sexe, voilà, bref. Ok. On va terminer l'épisode du coup avec les petites recommandations. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, que ce soit un livre, un film, un conseil de vie sur, en rapport avec la sexualité? En rapport avec... oui, j'en ai un, c'est le film Alex Strangelove sur Netflix, parce que c'est sur l'homosexualité, c'est pas du spoil, je vais dire ça, mais c'est surtout parce qu'on a fait tout un foin de Love Simon, et Love Simon, c'est de la merde comparé à celui-là. Donc, voilà. Ok, un avis bien tranché. Non, parce qu'en fait, il est beaucoup plus terre à terre, et je me suis beaucoup plus reconnu en tant qu'homosexuel dans ce film-là que dans Love Simon, ou beaucoup d'autres teen movies du genre. Voilà. Ok. Et toi, Léane? Alors, j'ai pas de reco à proprement parler, à part respectez-vous. Je trouve ça bien dans le thème, moi. On est voilà. Respectez-vous, respectez les autres aussi. Ok. Moi, j'ai une reco un peu spéciale, mais parce que vraiment, c'est une de mes dernières barres sur Internet. Je vais vraiment vous recommander la chaîne de Léo Lulu sur Pornhub. Mais quel type de barre, du coup? Parce que... Bah, les deux, hein, j'avoue. On va pas se mentir. Non, mais c'est que, en fait, Léo Lulu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un couple d'amateurs qui se filme et qui met ses vidéos en ligne sur Pornhub et qui ont un compte OnlyFans si jamais ça vous intéresse. Mais c'est qu'en fait, dans l'une de leurs dernières vidéos, qui vraiment m'a fait autant rire qu'elle m'a excité, il y a un caméo improbable. En fait, au début, j'ai cliqué dessus parce que j'ai cru que c'était le face reveal. Et j'avoue que je suis un peu voyeur, j'étais en mode, oh, je veux trop savoir leur tête. Et pas du tout, il s'agissait complètement de la tête de Panayotis Pasco, qui est venu faire la promo de son spectacle en introduction d'un film porno. Et j'ai trouvé ça excellent, extrêmement drôle. Vraiment drôle. Panayotis Pasco me fait vraiment ultra rire. Genre, donc c'était vraiment très drôle qu'il soit là. Et voilà, donc apparemment ça s'est fait parce qu'ils se connaissent, qu'ils sont potes, et qu'il est venu faire ça. La chance. Et de ouf. Et voilà, et c'est... Déjà, je recommande le travail de Léo Lulu parce que ça fait beaucoup de bien au monde du porno d'avoir des couples qui se mettent en scène pour pouvoir dire aussi de la sexualité, et le porno, ça peut être ça. Ça nous fait beaucoup de bien aussi. Et ça nous fait beaucoup de bien aussi. Et voilà, il y a plein d'autres acteurs qui font ça, etc. Mais voilà, moi j'aime beaucoup eux en particulier, leur travail. Et parce que j'ai vraiment tapé des énormes barres de rire en voyant ça. Genre, j'ai vraiment mis sur pause avant de passer à autre chose, parce que j'étais en mode non, ça me fait vraiment trop rire, je trouve ça génial. Et j'ai envie de prendre mes places pour aller voir Panayotis Pasco, du coup, voilà. Donc, double recommandation hein, dans ce podcast. Voilà, merci Tom, à toi d'être venu. Merci. C'était un épisode très chouette, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais... Ah si, C'était intéressant. C'était très intéressant. Et à une prochaine peut-être. Peut-être, sait-on jamais. Merci Léane. Merci Robin. Il faut faire les recommandations. J'oublie tout le temps là sur tout ce qu'on a enregistré ces derniers temps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre 5 étoiles, à vous abonner, voilà, à commenter. Donc c'est un podcast toujours de mon coup qui appartient à Audiomori, sur lequel vous pouvez retrouver 2 autres podcasts, à savoir Taisez-vous, où on parle de thèse avec des thésards et c'est super sympa. Et on a aussi Divine Féminine, une série audio qui est le podcast le moins régulier du monde, qui aurait dû être terminé depuis 1 an déjà, mais non, 2 ans déjà. Enfin bref, voilà, je vous conseille d'aller écouter tout ça. Et voilà, je vous dis à une prochaine et merci encore de votre écoute. Et bonsoir Léane. Bonsoir Robin. Et à bientôt pour un prochain épisode 2. Toujours dans les bons coups.